pied d'œuvre, spécial chaman. Je me lève. Je me lève, moi, dont le piétinement fait gronder la terre. Moi, dont les reins sont pleins de force. Moi, dont la queue fouette le dos si j'enrage. Moi, dont la bosse enferme le pouvoir. Moi, dont la fureur secoue la crinière. Moi, dont les cornes sont pointues et recourbées. Écoutez l'invisible. Écoutez l'invisible. Premier épisode. Les fragments d'âme. Les fragments d'âme. J'ai vécu des expériences avec moi ce que j'appelle des âmes. Je me lève. Fondement de la terre. Et je crois qu'elle est fondamentalement, elle, en connexion avec quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. L'âme, elle s'intéresse à toi que si vraiment tu t'intéresses à elle. Donc, quand on parle du chamanisme, est-ce qu'on peut en parler? Des chamans, il y en a partout dans le monde. C'est pas Océane. seulement Chaman. en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, c'est pas seulement... Donc déjà, le mot chaman, il vient de Sibérie orientale. C'est la langue toungouse de Sibérie orientale. Après, quand on parle des chamans d'Amérique du Sud, ce sont des courants d'Eros, c'est pas le terme chaman. C'est les Amérindiens, on va parler de medicine man, d'être en Bretagne aussi avec les druides, les Celtes, il y a eu du chamanisme aussi. Aujourd'hui, le mot chaman, il devient un peu universel, hein, c'est le guérisseur. Mais c'est aussi celui qui voyage dans les autres réalités, pas seulement dans celle-là. Il a conscience qu'il existe un monde que les physiciens quantiques vont dire multidimensionnel. Mais le chaman, il sait que ces mondes-là existent, ça fait longtemps qu'il les pratique. Et donc, être chaman, c'est être capable de voyager dans ces mondes-là, sur des plans plus invisibles. Sakei Ungwak, Jean Mallory, pensif, marchait lentement à côté de moi. Il s'est alors confié. Je ne sais pas tout, mais les Inuits disent qu'il faut porter beaucoup d'attention à l'appel de nos morts, comme à ceux des animaux. Les morts nous entourent. Je le sens. Je les écoute. Ils sont vivants. Il y a des bruits qu'il faut savoir discerner, tels le sifflement de l'air, le gémissement de la banquise qui se soulève et s'abaisse pendant les marées, le crissement des crevasses lors des tempêtes, le grommellement des morses. Être à l'écoute. Il a cette capacité de voir tout ce qui est invisible, une grande partie de choses qui sont invisibles. Donc, grâce à cette connaissance, il va pouvoir aller chercher des fragments d'âme. On part du principe que les personnes, quand elles vivent un choc émotionnel, elles perdent une partie de leur âme. Ça, c'est très chaman. Alors qu'est-ce qu'elles perdent? Après, si on le regarde sur d'autres plans, on peut dire que chaque problème équivaut à une distorsion énergétique. Moi, j'aime bien regarder tous les plans. Hein. Et le chaman, il sait comment remettre l'énergie dans sa justesse. C'est comme quand on accorde un instrument, un corps humain, et c'est au-delà du corps humain, hein, puisqu'on travaille plus sur d'autres plans. Et c'est comme si on réaccordait une personne qui est malade, hein, parce qu'elle a vécu des zones compliquées, énergétiquement compliquées, on va dire. Donc il peut y avoir des nœuds, il peut y avoir plein de distorsions. Le chaman, il sait comment remettre cette énergie en place, parce qu'il la voit, parce qu'il peut attribuer à ces distorsions des histoires qui va réparer, qui va réarranger, qui va transformer. Je me lève. Moi, dont le piétinement fait gronder la terre.
Moi, dont les reins sont pleins de force. Moi, dont la queue fouette le dos si j'enrage. Moi, dont la bosse enferme le pouvoir. Moi, dont la fureur secoue la crinière. Moi, dont les cornes sont pointues et recourbées. Est-ce que vous êtes rentré en transe? Alors, comment vous dire, je suis allée vers cette expérience avec une certaine inquiétude, parce que j'allais vers quelque chose d'inconnu, a priori ésotérique, que ça ne m'est pas familier. Comment les choses se sont passées, c'est-à-dire que progressivement, il y a un vide qui s'installe, il y a la pureté des sons, des premiers sons, qui crée un vide intérieur, une absence. En fait. L'absence génère un mouvement corporel. Alors, ce qui aide énormément, c'est la présence du tambour, car le rythme du tambour redonne une existence, redonne une mobilité, redonne une vitalité, en fait, au corps qui s'est préalablement vidé. Et sauf que c'est décalé, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur les codes comportementaux classiques, je marche, je me lève, je regarde, je parle, et bien là, tout le corps rentre dans une danse qui suit le rythme. En ce qui me concerne, je n'ai pas pu ouvrir les yeux, je n'ai pas pu regarder, parce que je pense que j'étais vraiment dans mon intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, cette animalité-là, si on peut parler d'animalité, elle est à l'intérieur. Mais en même temps, elle permet d'ouvrir un espace beaucoup plus grand. Alors voyager, qu'est-ce qui voyage? Je pense que c'est une histoire de conscience. Il y a quelque chose en nous voyage. Voyage, c'est du rêve. Un rêve éveillé, un rêve conscient. Moi, j'appelais ça du rêve structuré. En fait, c'est des fréquences vibratoires, j'ai envie de dire. On arrive à rentrer dans certaines fréquences en se mettant sur la fréquence qu'il faut. On ne ramène jamais ces fragments d'âme de force, mais on essaie de communiquer avec ces fragments d'âme pour qu'elles acceptent de revenir. Alors, le fragment d'âme, c'est toi, c'est ton âme à ce moment-là. C'est une partie de toi. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces mondes de l'invisible? On va pas voir nécessairement un petit bout de lumière. On va voir l'humain tel qu'il était dans son problème. Et après, quand on le ramène sous forme d'énergie, bien sûr. Parce qu'on va chercher ces parties-là et la réinsuffler à la personne. Et là, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination. Ramener ces fragments d'âme sous une forme lumineuse plutôt. Tu vois, vraiment, tu as vraiment cette sensation de ramener pour insuffler. C'est vraiment tout un travail d'intention, d'attention. Et, une âme, c'est une partie de toi. On va parler de l'être humain, pour savoir que en tant qu'être humain, moi j'aime bien le mot être humain, parce qu'on voit qu'on est deux. On voit qu'on est un être et un humain. L'être, c'est peut-être l'âme, tout simplement. Ça peut être aussi la conscience. Alors, l'être, c'est partie du « je suis ». J'ai toujours été. Par exemple, les gens, quand ils me disent « je ne sais plus qui je suis », s'ils cherchent dans leur humain qui ils sont, ils ne trouveront jamais. Parce que l'être, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec l'humain. L'humain, c'est le « j'ai ». J'ai une histoire, j'ai un corps, j'ai un programme de vie, j'ai des enfants, j'ai une voiture. On est vraiment dans le côté plutôt matière, périssable, puisque de toute façon, le « j'ai » meurt. Le « je suis » ne meurt jamais. C'est une conscience, ça ne se meurt pas, la conscience. Mais en fait, vous avez accès, c'est pas un bison particulier ou un ours particulier, c'est un bison global. C'est l'idée de bison, l'idée d'ours. L'esprit du bison. Nous sommes bisons parce que nous sommes habités par l'esprit du bison. C'est un esprit universel pour tous les bisons? Bien sûr. Penser en termes d'individu animal ou d'individu humain est absurde. On pense en termes de totalité. Ce que vous venez de vivre là, c'est l'invisible. Piétinement. Fondement de la terre. Guérir, c'est transcender les choses. Et transcender, pour ça, il faut avoir une conscience que ce qui est juste. Donc là, on peut le traverser. Avoir la conscience que ce qui nous arrive, est juste. Et non pas se sentir dans la victimisation. Dès qu'on reste dans la victimisation, ce qui est très humain,
C'est pas être, c'est humain, la victimisation. Ça va encore plus loin. C'est juste pour t'expliquer qu'en fait, ton âme, elle a décidé plutôt de s'incarner en ton humain avec un programme, une mission de vie qui comporte des choses faciles à vivre, des choses plus compliquées. Après, il faut avoir cette idée qu'on a pu avoir d'autres vies. Que cette âme qui s'incarne en toi, en ton humain, elle peut aussi s'être incarnée avant dans d'autres formes, sous d'autres formes, et que dans ces autres formes, il y a pu y avoir aussi des choses compliquées à vivre, que tu n'as peut-être pas dépassées, et que tu vas reproduire. De toute façon, on ne fait que ça, reproduire. Dans une vie, on a déjà plusieurs vies, donc on ne fait que reproduire ce qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été travaillé dans une autre vie. Une métamorphose, c'est une manière d'en finir avec un être pour renaître dans un autre. Une façon de passer d'une forme à une autre, de montrer la multiplicité des formes possibles, de casser l'arrêt dans une forme unique, mais sans que la permanence pour autant soit détruite. Ce qui est intéressant, ce n'est pas une forme ou une autre, c'est le moment de la transformation d'une forme dans une autre. Le temps où dure cette chose-là, éphémère et sans substance. Une matière fluctuante dépasse l'objet précis. Claude Régis. Donna, il y a une voix en haut, il y a une voix en bas, la voix de la sauterelle, parmi les plantes. Encore et encore, elle résonne. Donna, Donna, la voix qui embellit le pays, la voix d'en haut, la voix du tonnerre, à l'intérieur du nuage sombre. Encore et encore, elle résonne. Une âme peut exister après moi. Mon âme peut exister après moi. Mais si elle peut exister après moi, c'est qu'elle a existé avant. Il s'est passé quelque chose. Donc, je ne suis pas forcément adhérente à cette façon de penser que mon âme d'avant, est allée dans le corps de ma mère pour faire cet enfant-là. Voilà. Mais en fait, si je fais la logique, effectivement, si je suis après, c'est qu'il y a eu un avant. La chamane, elle dit ça, c'est que j'ai choisi ma mère. Enfin, l'âme. J'ai choisi ma mère, c'est-à-dire l'âme qui a fait qu'à un moment donné, je sois aussi Claudie, a choisi la femme que j'ai choisie, certainement pour régler des choses de mon ancienne vie. Nous avons été rêvés avant d'avoir été créés. Ça veut dire que l'être est antérieur, c'est l'antériorité même. Antérieur à l'humain. Ah oui. C'est lui qui a créé l'humain. Mais tout ça, ça se travaille c'est la conscience qu'il faut travailler, la conscience d'être, et non pas obligatoirement d'observation de soi, mais de conscience d'être à chaque instant. Et à ce moment-là, ta vie, elle est différente, c'est obligé. La plupart du temps, on n'est pas conscient. La mission du chaman, c'est d'amener à la conscience. Nous sommes des éveilleurs de conscience. En fait, j'utilise mon énergie pour voyager. Je ne me dépersonnalise pas. Au contraire, chaque chaman est différent et on ne se dépersonnalise pas. Par contre, tu te déconnectes de ta vie, ça oui. Ça ne t'intéresse plus à toi. Ça travaille très bien, le détachement. On peut très bien accepter ce qui se passe, mais pas nécessairement en souffrir. Donc c'est ça qu'il doit faire en permanence, le chaman. C'est pour rester sur une fréquence un peu plus élevée, on va dire, voire même des fois beaucoup plus élevée. Ça lui permet justement d'accéder à d'autres états de conscience. Par le rêve, par l'imaginaire, par ce que tu veux. Et à travers cet imaginaire, on peut vraiment réparer, ramener des choses assez incroyables. Et même pour soi, pas seulement pour les autres. C'était À pied d'œuvre, spécial chaman. Écoutez l'invisible, premier épisode, Les fragments d'âme, une émission de Franck Gourdien, avec la chamane Océane. Les voix, les danses, les chants, les percussions de Véronique Boyer, Nathalie Ansker, Juliette Boucherie, Anne Beaumont, Claudie Manceau,
Bénédicte Guérin, Véronique Korochkine et Daniel Davili. Véronique Braillet a interprété le chant amérindien Osage, le bison se lève, issu des chants de la Société des animaux mystiques. Partition rouge, poème et chant des Indiens d'Amérique du Nord. Avec Tituan et le témoignage de Claudie Manson. Anne Beaumont a interprété la journaliste questionnant Véronique Braillet après sa première tentative chamane. Nathalie Ansker et Anne Beaumont ont interprété un extrait du chant du tonnerre issu de La Nuit des Chants, une cérémonie Navarro, partition rouge. Raphaël Lester a lu un fragment du texte de Jean Mallory, Le chamanisme arctique, témoignage et réflexion, Terre des signes numéro 4, avec certaines prises de son de Clotilde Frappier. Les fragments de Claude Régis sont extraits de L'Ordre des Morts. À pied d'œuvre spécial chaman pour Radio Balise, hiver 2020. À pied d'œuvre, spécial chaman. Écoutez l'invisible. Écoutez l'invisible. Deuxième épisode, silencieuse jusqu'au dégel. Il y avait une conscience dans un endroit d'inconscient. Silencieuse jusqu'au dégel. A priori, je ne sais pas si ça existait. Au moment T, j'étais pas dans l'eau, quoi. Quand on fait un soin, déjà, on va essayer de connaître la personne. Océane, chaman. Parle d'elle, surtout de ce qui lui arrive en ce moment. Donc elle n'est pas bien, ou alors elle sent des choses qu'elle ne peut pas expliquer. J'ai beaucoup de gens qui sont là-dedans. Donc à travers certaines de mes questions, je vais arriver un petit peu à les rencontrer, à essayer de les connaître. Puis quand on est vraiment en confiance, à ce moment-là, on va passer sur un autre plan, bien sûr. Là, elle s'allonge sur une table. Et avec tous mes instruments, je vais commencer à essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ses énergies, tout ce qui se passe autour d'elle, si elle n'est pas décalée, si il n'y a pas des trous dans l'aura. Alors ça devient technique aussi. Hein, donc il peut y avoir toutes sortes de parasites aussi, voire même des entités. Donc on va aller voir qu'est-ce qui pourrait la bloquer, déjà d'une part. Et après, on va faire ces voyages pour aller voir, quand elle m'a parlé de ses chocs émotionnels, d'essayer de la récupérer là où elle s'est perdue. J'ai le tambour, j'ai le bol chantant, le bol tibétain. Ça, c'est mes instruments, mais je peux aussi avoir mon pendule, je peux avoir le maracas, je peux avoir... ça dépend. J'ai aussi des huiles essentielles, je travaille avec les végétaux aussi, le diapason aussi pour remettre l'énergie en place. En fait, on travaille sur les énergies comme si on travaillerait sur un instrument de musique, hein. C'est pareil. On remet les vibrations en place. Je te donne un exemple. J'ai eu deux cas comme ça. C'était une maman qui m'amène sa petite fille qui a 11 ans, qui fait des terreurs nocturnes. Et donc, la gamine, depuis qu'elle est née, elle fait des terreurs nocturnes. Donc, les parents sont dans la chambre tous les soirs à se demander qu'est-ce qui va se passer. C'est toujours des peurs, des cris. Voilà. Donc, un jour, elle m'amène sa fille, et puis elle me dit j'essaie de faire quelque chose parce que là, voilà, c'est dur pour cette petite. Et donc, grâce à un voyage chamanique, dans laquelle je l'ai trouvée prisonnière avec des énergies qui étaient pas très sympas. Hein. Donc je l'ai sortie de ces énergies-là. J'ai travaillé à réparer l'énergie aussi. Et là, elle a retrouvé un sommeil normal. Elle a trouvé même, j'ai envie de dire, un sommeil tout à fait normal. Et la deuxième, qui avait 6 ans, en plus, elle avait des visions. Les parents avaient très peur parce qu'elle voyait des trucs. Mais depuis, non seulement elle dort bien, mais elle n'a plus de vision, plus rien, tranquille. J'avais sollicité Océane, Claudie Manson, donc la chamane, pour un soin, ce qu'on appelle un soin chamanique que je ne connaissais pas. Elle m'a interrogée un peu sur moi, mon identité, qui j'étais, ce que j'avais vécu, éventuellement des maladies, éventuellement des choses assez répétitives dans la famille qui se passaient de génération en génération. Après, elle a fait quelque chose autour de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie autour des vibrations que je pouvais, moi, émettre, en fait. Donc, avec un appareil qui ressemblait à une fourche comme ça, métallique. Et donc, ça graduait des vibrations qu'elle pouvait identifier sur un carnet qu'elle avait.
Elle a également évalué le champ vibratoire de ma maison, qui correspondait au même chiffre que mon champ vibratoire corporel. Puis après, elle a également elle s'intéresse à la numérologie. En fait, elle fait sa pratique à partir de différentes dimensions, telles que la numérologie, le tarot, la vibration. Et après, elle passe aux soins physiques. तिम्रो ढाडमा भेग गाडी छ तिम्रो ढाडपट्टि जस्तो दुख्छ के गाडी रहेछ परमेश्वर तिम्रो पैसा कोनले बोलाएछ लिन जाँदाखेरि नदिने रहेछ त्यो मान्छे लुकी हिँड्ने रहेछ गौठामा सुन्नु होइ बाबु दिन्छ भन्ने रहेछ दुख्ने रहेछ जाँदाखेरि नदिने रहेछ. Il y en a sur tous les plans des entités. Et effectivement, il y a les esprits des animaux, les esprits des plantes. On est connecté à tout ça dans le chamanisme. En fait, j'en parle pas parce que c'est tellement c'est évident. Ouais, c'est évident. Que ce soit des végétaux, des animaux, des minéraux. Moi, j'ai vraiment commencé le chamanisme avec les pierres. Ils m'ont beaucoup appris les pierres. Et bien sûr que je les voyais. Je les voyais dans mes rêves. Le rêve nous aide beaucoup à imager toute cette énergie. Je les ai vus dans leur forme autre. C'était chouette. Et l'esprit, c'est quoi ? C'est cette contrepartie lumineuse qu'il y a dans chaque création, dans toutes les créations possibles. Tous les objets même ont une contrepartie énergétique. Même les objets inanimés. Là derrière, il y a une énergie. Ça existe sur un autre plan. Tout ce que tu crées existe. Ta pensée, tes mots, tes phrases, tout. Ça, là, tu vois pas, moi je le vois. J'étais au départ très intéressée aussi par tout ce qui est la schizophrénie, pour essayer de ramener les gens à une conscience, ce qui n'est pas évident, mais je pense que c'est faisable. Hein. En tout cas, pas tous les cas, mais il y a des cas possibles. J'ai pas eu d'énormes résultats au niveau de la schizophrénie, mais des mieux-être, mais pas d'énormes résultats. C'est plus compliqué. Or, la schizophrénie, c'est vraiment quelque chose que les chamans connaissent, puisqu'ils sont eux-mêmes schizophrènes. Hein. Ce sont des schizophrènes qui se sont soignés, les chamans. Et si les pensées d'un homme malade, Jean Mallory, affaibli par l'âge ou les privations dans une vie intérieure approfondie, restaient cachées au bien portant? Je méditais ces interrogations en cheminant en Tchoukotka, aux côtés d'alignements de crânes et de côtes de baleines tournées telles des lances vers le ciel. Dans les sociétés dites premières, la question est prise très au sérieux. Non seulement le mal-être du futur chaman est considéré comme le signe précurseur de sa vocation, mais ces malaises sont guettés par l'entourage, ils sont suscités, voire exacerbés. Le chaman n'est pas un asocial, souffrant de troubles psychiques comme l'a trop longtemps suggéré l'ethnopsychiatrie contemporaine, ou l'Église des missionnaires, ou le Parti communiste soviétique, ce qui reviendrait à assimiler le chaman au schizophrène, voire à l'autiste, ou pire, ce personnage malfaisant, le sorcier. En fait, avec le recul, hein, moi ça fait des années que je suis là-dedans, je me suis rendu compte que même enfant, moi j'avais du mal, quoi. Je me disais, la vie, c'est pas facile. Je me souviens de quand je suis venue dans mon corps, j'avais 6 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? J'avais 6 ans. Et j'ai vécu des choses que je dirais aujourd'hui, qu'on pourrait dire aujourd'hui paranormales, mais qui n'étaient pas comme dans la normalité. Et puis, voilà, dans ce monde-là, j'avais du mal
à m'équilibrer. Mais heureusement, j'avais une maman qui était là pour me montrer le chemin. Et d'ailleurs, à l'âge de 10 ans, alors qu'elle me montrait comment repasser, j'ai entendu vraiment une voix qui me disait « Mais c'est plus que ta mère, c'est ton guide ». Et là, j'ai senti quelque chose qui m'a vraiment fait rentrer dans la terre, quoi. J'ai senti quelque chose de fort. J'avais qu'une envie, c'était de lui faire plaisir. Et ça m'a beaucoup aidée, parce que ça permettait de ne pas rentrer dans des champs d'énergie dans lesquels on est dans les colères, on est dans les peurs, c'est ce qui nous fait perdre notre énergie, c'est ce qui nous fait perdre notre santé même. C'est stress, c'est tout ça. Donc grâce à cette façon d'être, j'ai pu peut-être développer certaines choses sur moi. À l'âge de 18 ans, je faisais des cassettes, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, pour que les gens ils dorment mieux, pour que ils aient plus de soucis d'alcool, de drogue, de machin. Je faisais déjà ça, mais naturellement, j'ai rien appris. Et en fait, les états de conscience modifiés m'ont toujours intéressée. C'était l'hypnose, l'auto-hypnose, c'était des choses comme ça. Pendant un moment de ma vie, tout ça, j'ai mis de côté, j'ai vraiment mis de côté. Et puis, à la mort de ma mère, il y a tout qui s'est réveillé. Et là, j'ai vraiment rencontré le chamanisme, alors que je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Et ces enseignements me sont venus sans que j'aille les chercher, en fait. J'ai rencontré une Amérindienne Lakota. J'ai eu beaucoup d'initiations dans le rêve, surtout par rapport aux entités, aux esprits. Tout est venu dans le rêve. Donc on me montrait comment il fallait faire. J'avais des chamans dans mes rêves qui venaient m'initier. On peut avoir des rêves initiatiques très très forts. Vivre avec ce qu'on ne sait pas. Le matérialisme scientifique a complètement envahi les scènes, les images et quelquefois l'écriture. Et on ne traite plus que de cette dimension-là de l'homme, comme si l'homme n'était pas multiple, n'était pas, de fait, totalement indéterminé, aussi indéterminé, encore maintenant, que le fut l'univers avant sa création. Claude Régis. Silencieuse jusqu'au dégel. Silencieuse jusqu'au dégel. Son nom raconte comment cela se passait avec elle. La vérité est qu'elle ne parlait pas. En hiver, chacun avait appris à ne pas lui poser de questions. En hiver, une fois connu ce qu'il en était. Le premier hiver où cela arriva, nous avons regardé dans sa bouche pour voir si quelque chose y était gelé. Sa langue, peut-être. Ou quelque chose d'autre au-dedans. Mais après le dégel, elle se remit à parler et nous dit que c'était merveilleux. Ainsi pour elle. Aussi, à chaque printemps, nous attendions impatiemment. Il y a eu de la musique et en fait j'ai vraiment senti comme une espèce de spirale tout au long. J'étais allongée, une espèce de spirale qui était tout autour de mon corps et vraiment qui passait d'un endroit à un autre comme ça, avec les yeux bandés comme les lunettes d'avion là, quand on prend l'avion, donc pour se reposer. Et elle a mis beaucoup d'huile essentielle, beaucoup de sauge, donc ça vraiment il y avait une odeur extraordinaire. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a plongée dans une détente énorme, extrêmement conscience de là où j'étais, ce que je faisais, mais avec presque mon cœur avait ralenti. Alors est-ce que c'est ça un peu une forme d'hypnose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lié aux produits qu'elle a mis, c'est-à-dire les huiles essentielles, ou c'est effectivement tout de suite cette interaction qu'il y a eu entre elle et moi, qui a permis effectivement de m'amener dans un état de relaxation énorme et de bien-être énorme, vraiment. J'ai presque envie, alors j'étais pas en lévitation du tout parce que j'ai pas ressenti ça, mais il y avait une légèreté corporelle que j'ai ressentie énorme, vraiment, vraiment. Comme s'il y avait quelque chose de très léger qui venait de mon corps, quoi, et qui était vraiment très agréable. Et à un moment donné, elle met aussi la musique, elle appuie ses soins de musique, où il y a beaucoup de sons d'eau. Certainement, ce qui a favorisé, moi, ce que j'ai visualisé, en fait, je me suis retrouvée dans l'eau, mais je nageais comme jamais j'ai nagé, parce que je ne suis pas du tout une nageuse. J'étais sous l'eau, vraiment. C'était moi, j'étais nue, c'était vraiment moi, et vraiment très très bien. Vraiment, je me déplaçais, mais avec une aisance, une légèreté. J'étais heureuse d'être à cet endroit-là. Et c'était vraiment dans l'océan, ça me paraissait énorme. Et à un moment donné, je suis allée très très profond pour aller...
je sais pas, j'ai exploré quelque chose dans un endroit et je suis arrivée vers un endroit sombre et dans lequel j'ai senti que mon corps ne voulait pas y aller. Et après, j'ai continué à évoluer dans cette eau, c'était vraiment très 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 agréable. Et puis je ressortais à la surface, en fait, et je retournais dans l'eau et à un moment donné, j'ai eu cette sensation de partir. Et alors ça a été très marrant parce que c'était un cheval, je suis partie sur un cheval. Et c'était vraiment très très beau. Et en fait, il s'est avéré que elle a vu mon animal totem, parce qu'a priori, nous avons des animaux totems, en sachant que je ne sais pas si c'est toujours le même. Mais moi, c'était une biche. Elle a été avec une biche, elle a travaillé avec une biche. Et je trouve ça, et elle disait que c'était étonnant d'avoir ce rapprochement en moi, me voyant partir en cheval, et elle travaillant sur la biche. Et il y a eu une deuxième étape, où j'ai eu l'impression, mais sans angoisse du tout, mais en étant vraiment très bien, que mon corps se séparait, s'ouvrait, et j'ai vu toutes mes entrailles, et je l'ai vu manipuler à l'intérieur de mon corps, quoi. Enfin, je l'ai vu. Je ne peux pas vous dire, j'ai visualisé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai visualisé tout ça, quoi. Et elle allait vers mes intestins, elle allait vers le haut, c'était vraiment très très agréable, quoi. Et après, donc elle m'a ramené, non, je ne sais même plus comment je suis revenue, elle me l'a dit, elle me l'a formulé certainement, que c'était fini, quoi. Donc de prendre le temps, de se remettre debout, etc. Et là, nous avons échangé, et ça a été assez extraordinaire parce que, en fait, elle m'a dit effectivement qu'elle avait visualisé une mare et qu'elle a travaillé dans cette espèce de boue que moi j'avais vue, dans laquelle je me suis éloignée, en fait. La zone d'ombre. La zone d'ombre. Et après, c'était très clair que ce que j'avais vu physiquement, quand mon corps s'était ouvert, en fait, elle l'avait effectivement travaillé comme ça. Elle travaillait sur cette partie invisible, en fait. Je suis très intéressée par ça parce que je pense qu'il y a un endroit invisible qui est extrêmement présent. Je ne pourrais pas définir. Alors certains l'appelleront l'âme, d'autres appelleront les esprits, d'autres... en tout cas, il y a une matière qui fait qu'à un moment donné, nous sommes autres que ce que nous sommes physiquement vivants. C'était À pied d'œuvre, spécial chaman. Écoutez l'invisible, silencieuse, jusqu'au dégel, 2e épisode. Une émission de Franck Gournien, avec la chamane Océane et le témoignage de Claudie Manceau. Une prise de son de Nathalie Ansquet, les extraits de la bande-son du film Bombo, avec les danses, les chants, les percussions de Chet Badaour Fing, jeune chaman tamang du Népal. Véronique Breillet, Juliette Boucherie, Bénédicte Guérin et Myriam Narzul ont lu le poème de la communauté amérindienne Crise, silencieuse jusqu'au dégel, issu des poèmes non, partition rouge. Raphaël Lester a lu un fragment du texte de Jean Mallory, Le chamanisme arctique, témoignage et réflexion, Terre des signes numéro 4. Les fragments de Claude Régis sont extraits de l'Ordre des morts. À pied d'œuvre, spécial chaman, écoutez l'invisible, pour Radio Valise, hiver 2020. À pied d'œuvre, spécial chaman. Écoutez l'invisible. Écoutez l'invisible. 3e épisode. Le chamanisme ou l'art sacré. Notre corps émet une zone vibratoire. Alors, certainement, ce qui entoure l'endroit de notre invisible, en fait. Est-ce que nous émettons, notre corps émet, est-ce que nous recevons? Je pense que c'est à un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Mais je ne pourrais pas te dire pourquoi. Ça permet de donner un sens peut-être à ce qu'on vit aussi. Le chamanisme ou l'art sacré. Le chamanisme, je l'ai rencontré, après je l'ai pratiqué, étudié, etc.
l'école de la rue, quoi. Je crois pas au hasard, donc c'est pas du hasard, mais en tout cas il y a une espèce de guidance comme ça qui fait que je me suis retrouvé dans des lieux où la vision chamanique était là, en fait, avec des personnes qui avaient une représentation du monde multidimensionnelle. Le monde ne s'arrête pas à la matière, quoi. Pendant ces années-là africaines, j'étais guidé, j'ai eu cette chance d'être ami avec notamment deux griots. Il y a réellement des choses très troublantes. J'ai participé à des cérémonies de la pluie, j'ai participé à des transes, j'ai participé à des lectures de Kori, ou ce qu'au Niger ils appellent frapper le sable. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça qui m'ont fait dire waouh, il y a une vraie connaissance. Les choses ne sont pas forcément spectaculaires, elles sont magiques, mais pas spectaculaires forcément. Magique au sens, c'est ce que Jung parle quand il parle des synchronicités. Le chaman va avoir là de la magie. Et ça peut être pas du tout spectaculaire de voir une mouche qui décolle au moment où tu penses à un truc et ça, tu fais un lien, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est un exemple que Jung va parler de synchronicité. Un chaman ne parle pas de synchronicité. Il parle d'un esprit qui vient te donner un message. Dans le fait que la mouche s'envole. Un exemple comme ça, alors pour le coup, un peu spectaculaire quand même, c'est cette cérémonie de la pluie. Donc on est au Niger en 2006. C'est la période de la soudure. Donc la soudure, c'est-à-dire c'est entre deux moments de récolte, là où les greniers sont vides, la pluie n'est pas encore arrivée, ils sont partis au tel village faire la cérémonie de la pluie. Et là j'ai passé toute la journée, une grosse partie de la nuit. Et ça a été une expérience extraordinaire déjà esthétiquement. Tu vois, c'est une mise en scène, je trouve ça d'une beauté extraordinaire. Le soleil, la poussière, la musique, les odeurs, enfin, tous les sens sont... Bon, ça c'est ce que j'ai vécu globalement en Afrique, mais dans ces moments-là où il y a la transpiration, il y a le soleil, il y a les odeurs de chèvre, et puis cette musique qui est lancinante, le violon avec une calebasse et un crin de cheval, les calebasses dong-dong trempées dans l'eau, une petite calebasse mise dans une plus grande calebasse remplie d'eau, sous laquelle, alors ça c'est un peu un secret, c'est que sous le calebasse qui est retourné dans l'eau, il y a un crapaud qui est enfermé sous cette calebasse, qui symbolise l'animal de la pluie, quoi. Et puis les personnes que je connaissais, Adiza, Fatouma, machin, etc., Bouhari, qui, à un moment donné, à force de musique, à force de plein de choses, sont chevauchés. Et là, c'est très étrange. Parce que c'est mon collègue qui est ingénieur agronome et c'est plus la même voix, il a un regard différent alors là-bas ils n'appellent pas ça chaman, c'est pas le mot qu'ils emploient, mais de toute façon le chaman c'est un mot sibérien, donc c'est pas étonnant qu'au Niger il se passe ce mot-là, mais c'est-à-dire le chaman c'est globalement le médiateur entre le monde le règne du vivant et le monde des esprits, quoi. Accompagné de son assistant qu'on appelle le maître des tambours et qui lui va manger de la cola pour pouvoir tenir, et qui pendant 24 heures, 48 heures, 70 heures jouer avec ses acolytes, là, 4-5 musiciens, jouer les mêmes rythmes, ils ont 2-3 rythmes, mais pendant 24 heures. Le violon, toutoum. Voilà, et là, à un moment donné, tout le monde part en transe. Bon, voilà, j'ai fait cette expérience-là, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, voilà, le surlendemain, je suis revenu, et il y avait de la pluie. Le chaman, il voit des signes partout. Tout est présent tout le temps. Ça peut être la forme d'un nuage. Tu regardes ce nuage, d'un seul coup, tu as une réponse à une question que tu t'es posée il y a 2 jours. Tu dis, ah, évidemment, c'est ça que ça voulait dire. Ça peut être une feuille qui tombe d'un arbre au moment où tu te promènes. Pour le chaman, tout ça, c'est des signes. Et comment on fait pour retrouver, pour accéder à ce genre de connexion? En fait, il faut garder son âme d'enfant. Les gamins, ils ont l'innocence de tout ça. Ils arrivent à comprendre des choses. Et nous, on passe notre temps en tant qu'adultes à essayer de gommer pour accéder à ce monde d'adultes. Alors que c'est une erreur. Quand tu veux être chaman, qu'est-ce qu'on te dit? Regarde le monde avec des yeux d'enfant. Pour les voir, ces signes, il faut être connecté. Bon, il y en a tout le temps.
On n'est jamais seul. Il y a vraiment des manifestations, il y en a partout. On n'est jamais seul. Non, on n'est pas seul. Voilà une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas seul. Et, il faut juste se rendre compte que tout ça, c'est autour de nous, que ça nous accompagne tout le temps. On n'est jamais abandonné. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester enfant, parce que pour pouvoir donner une autre interprétation, il faut vraiment être dans l'émerveillement et toutes ces choses-là. L'inconnu nous surprend en pleine ignorance. Des signaux nous atteignent en provenance de ce qu'on ne comprend pas, une sphère compacte émet des messages. Claude Régis. Sable de l'aube, sable de l'aube. Sable du matin, sable du matin. Sable de l'été, sable de l'été. Sable d'hiver, sable d'hiver. Rochers géants, au corps de sable dans l'hiver de nos saisons, nous devrions paraître aussi majestueux. Toute cette notion du chamanisme, et quelles que soient les cultures, en tout cas, que ce soit en Afrique, soit maintenant le chamanisme toltèque ou Lakota dont je peux moi parler, ou de mes lectures, tous ont cette vision de l'harmonie. Et l'harmonie de quoi ? De l'énergie. D'une vision énergétique des choses, qui serait en harmonie ou en disharmonie, en résonance ou en... Voilà, c'est ça. C'est le travail du chaman là, à ce moment-là, de négocier pour pouvoir réintroduire cette harmonie-là. Kamorogi kamoromi no mikoto mochite. Kamu izanagi no mikoto tokushi no himuka no tachi tomoni. Ame no fuchikoma no mimi furitate tekiko shimeseto. Amatsu kami kunitsu kami yao yorotsu no kami tachi tomoni. L'art est quelque chose de sacré. L'art est quelque chose de sacré parce que c'est quelque chose qui dit de notre rapport au monde, qui nous rappelle à notre essence première d'être créateur de nos chemins, de nos parcours, et qui s'exprime par ça, par la possibilité qu'on a de créer, quel que soit le support. Maintenant, il y a un art qui est sacrément sacré, et qui est souvent une partie un peu cachée, parce que enseigné à des personnes désignées et qui sont là, l'art de se connecter aux esprits, l'art de se connecter aux entités, etc., par des rythmes très spécifiques, par des chants spécifiques, par des peintures aussi spécifiques. Dans la vision chamanique, tout est sacré. Tu vas dans la forêt, dans la nature, c'est pas juste une métaphore, c'est pas juste une belle manière de dire que les arbres sont des entités vivantes sensibles, ça fait du bien de se serrer contre un arbre, etc. Les chamans les appellent le peuple debout, et ils ont des choses à nous dire, mais alors qu'ils sont pas avec des mots, mais moi je ressens des couleurs, je ressens des guilis, des sensations, des choses comme ça, et ça ils m'apprennent un truc. Les animaux sont là aussi c'est des frères et sœurs, quoi. Des êtres qui ont une conscience, quoi. Et puis après il y a les animaux, par contre je continue à travailler avec les animaux qui sont non pas les animaux matérialisés, mais les animaux qu'on appelle les animaux totems, les animaux guides. Ça, les chamans travaillent beaucoup avec eux. Ça, par contre, ils vont toujours suivre. Mon animal totem, c'est la lionne. Souvent pour les animaux totems, ce sont des animaux qui se sont manifestés dans la vie matérielle. D'abord, ils t'ont fait des clins d'œil. Et moi, pour ce qui est de ma lionne, elle m'a fait un clin d'œil. Et on s'est regardé pendant une dizaine de minutes. Et puis après, elle est partie, elle est revenue. Puis on se regardait. Enfin, il y a vraiment une relation, quoi, qui s'est installée pendant un quart d'heure, 20 minutes, moi je dirais à peu près. Et je me souviens de m'être dit, mais il y a une intelligence dans ce regard, il y a une présence. Voilà, c'était la présence. Et quand tu as cette vision chamanique, c'est juste ce qui rend une personne présente, c'est est-ce que son âme est là ? Et ces félins-là, qui vivent dans cet état sauvage, d'hypervigilance permanent, si leur âme n'est pas là, ils vivent concrètement pas très longtemps. Aux yeux de la terre, il semble qu'il en soit ainsi.
Pilahadi. Nahatin yaha Ahadoho nitsakos. Les nuages. Ils discutent de choses. Vegan. Et lorsque les nuages Ouvrent leurs bras, les grands tours de grès baignent dans ce mouvement. Zetos doho tsenes. To be Nitsabito. with the spirit above, Yinhabi. to the earth's eye, Odoho looks osni. as thus. Daj hoshle. et à nouveau Apparaît la beauté. Then beauty becomes again. Un jeune chasseur d'Angmagsalik, sud-est du Groenland, est face au soleil, sur un promontoire faillé. Il frotte une pierre qu'il tient dans sa main gauche. Il la frotte contre une autre pierre, plus grande, tenue dans sa main droite. Il la fait tourner dans le sens de la rotation du soleil. Une attente humble et passionnée. Un ébranlement de tout son être sensible et pensant. Et soudain, une translation d'esprit s'opère et l'arrache au sensible. 3 jours durant, l'esprit, ou Tartok, dit-il, vient de la pierre. Au printemps, après que le chaman a repris le frottement continu des pierres, un petit homme surgit du sol, vêtu d'une blouse blanche, les bras noirs. Il tourne, ce qui lui tient lieu de tête, vers le soleil levant et demande au disciple ce qu'il veut. S'il poursuit l'épreuve, le disciple perd son sang, sa peau, et ses membres se disjoignent. Ses os se détachant de son corps, il voit à ses pieds ses os dispersés sur la terre. Son jeune pouvoir, s'il l'a enfin pleinement acquis, lui permet alors de se recomposer en un corps d'ours. Il s'exprime par les cris de l'animal. C'est lui. Il se reconnaît, animal humain. Cet ours, en grognant, parle, et il se reconnaît. Sous peine de sombrer dans la folie, il doit savoir réintégrer son corps d'homme. Alors il se retrouvera nu. Il sait qu'il peut désormais être double. Habité par un Tartok, lui permettant de dialoguer et, au besoin, de lutter avec tous les esprits. Jean Mallory. Après, quand je travaille chamaniquement, j'ai 5-6 émissaires avec lesquels je travaille. C'est eux qui bossent. Hein. Moi, je leur demande et je fais le facteur entre la personne qui consulte et moi. Sinon, il y en a une vingtaine, il y a une ménagerie extraordinaire, quoi. Et je me souviens d'une amie, chamane aussi, autre qu'Océane, et qui me disait, mais ils attendent qu'une chose, c'est qu'on les sollicite. Ils s'ennuient, tu peux pas savoir. Et eux, le bénéfice, c'est que ça leur donne une fonction, une utilité, et qu'en plus, à travers nous, ils peuvent vivre ce festin de l'existence, quoi, des sens. Parce que nous, au quotidien, on vit ce bonheur-là de boire un petit thé, de respirer, de sentir, d'aimer, de voir, de machin, etc. Eux, c'est ce qu'on leur permet de vivre. Puis je peux aussi me décider, je vais aller dormir pour aller rêver, et le rêve chamanique. Et ça se fait, c'est mon apprentissage qui me permet de le faire aujourd'hui. Et c'est jamais 100% de réussite, donc il faut essayer plusieurs fois. Donc si un jour tu me surprends en train de dormir, c'est que je bosse, pour te dire les choses. Le rêve. Hyper important. Le rêve. Océane, c'est clair. chaman. D'où l'importance de comprendre ce rêve et d'aller plus loin, parce que déjà dans le rêve, tu peux faire énormément de choses. Quand tu dépasses le rêve ordinaire, hein, qui est juste là pour te dire, ouais, t'as vu ce qui c'est les rêves de compensation, les rêves organiques, les rêves, il y en a toutes sortes, hein, c'est pas ceux-là qui vont transcender quelque chose, mais tu peux faire des rêves initiatiques, tu peux faire des rêves de vol, tout d'un coup tu sais que tu peux voler, que tu peux traverser une table, que tu peux... Et tout ça, voilà, en conscience, c'est génial. Et c'est très intéressant le rêve lucide, parce que ça nous permet vraiment de nous rendre compte que nos limites de notre vie d'humain nous limitent aussi sur le plan du rêve. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler cette conscience, même dans notre état d'humain, de qui on est vraiment, de cette capacité qu'on a, qui on est vraiment, c'est ça surtout. Les gens se réduisent à leur histoire de vie, ils se réduisent à leur travail. Qui tu es, voilà, je fais ça dans la vie. Hein. Mais non, moi je veux dire qui tu es, moi je suis un rêveur.
Tu sais ce qu'il est capable de faire, le chaman? De jouer Platonov. Pas du tout. Il est capable de faire une rencontre d'âme à âme. Si tu me demandes un synonyme du mot trans, c'est, d'ailleurs on dit se transporter, tu vois, c'est le voyage. Et le chaman, c'est le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail du chaman? C'est de voyager. C'est un voyageur. C'est un nomade. C'est un nomade de la pensée, de la conscience. C'est aussi un nomade dans son corps tous les jours. C'est un chaman qui serait... Est-ce que tout le monde peut être chaman? Mon sentiment, c'est que surtout tout le monde n'a pas envie d'être chaman. C'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est un sacerdoce, comme tout le monde n'a pas envie d'être médecin. Est-ce que tout le monde peut être médecin? A priori non, ça demande quand même des capacités, des ressources, une capacité de travail, mais quand même plein de gens pourraient l'être. Mais dans ces plein de gens, il y a plein de gens qui n'ont pas envie, qui ont envie de faire autre chose. C'est pareil pour les chamans. C'était à pied d'œuvre spécial chaman, écoutez l'invisible, le chamanisme ou l'art sacré, avec Titoine, la chamane Océane et Philippe, Claudie Manceau. Juliette Boucherie a récité un extrait d'une invocation shinto-japonaise. Nathalie Hansker et Anne Beaumont ont lu en langue originale le poème du poète navarro Dan Crank, C. Sand, Sable, publié dans la revue Terre des Signes numéro 2 en 1995. Claudie Manceau et Bénédicte Guérin l'ont lu en français et Juliette Boucherie l'a chanté en anglais d'Amérique. Raphaël Lester a lu un extrait du texte de Jean Mallory à propos du chamanisme arctique, publié dans la revue Terre des Signes numéro 4 en 1997, avec certaines prises de son de Clotilde Frappier et un extrait des Maîtres Fous de Jean Rouge. Les fragments de Claude Régis sont extraits de La brûlure du monde. Le chamanisme ou l'art sacré, une émission de Franck Gourdien pour Radio Balise, hiver 2020. À pied d'œuvre, spécial chaman. Je peux me mettre là maintenant tout de suite les yeux ouverts, même à voyager, moi je peux le faire. C'est juste qu'il faut connaître comment y aller et comment en revenir. La vie des âmes. Mais par contre, j'étais extrêmement clairvoyante du fait que j'étais allongée et que je vivais ça. J'étais pas ailleurs, j'étais présente sur ma banquette allongée, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas un décrochage, pas du tout. Écoutez l'invisible. Écoutez l'invisible. 4e épisode. La vie des âmes. Silencieuse jusqu'au dégel. Son nom raconte comment cela se passait avec elle. La vérité qu'elle ne parlait pas. En hiver, chacun avait appris à ne pas lui poser de questions. En hiver, une fois connu ce qu'il en était. Le premier hiver où cela arriva, nous avons regardé dans sa bouche pour voir si quelque chose y était gelé. Sa langue, peut-être. Ou quelque chose d'autre au-dedans. Mais après le dégel, elle se remit à parler et nous dit que c'était merveilleux. Ainsi pour elle. Aussi, à chaque printemps, nous attendions impatiemment. Finalement, dans tous les chamanismes, on parle de 3 mondes principaux. Donc, tu as les mondes d'en bas, les mondes d'en haut et les mondes intermédiaires. Mais après, on se rend compte aussi qu'il y a d'autres plans de conscience qui ne sont pas nécessairement que ces 3-là. Mais je pense que les chamans avaient aussi accès à ces autres plans. Donc, dans les mondes d'en bas, on va aller dans des mondes qui ressemblent à tous les mondes de la nature, les océans, les forêts, les déserts, tout ça, c'est la nature en fait. Et on va y rencontrer des animaux, des alliés. Et on peut effectivement, quelqu'un qui a eu un choc émotionnel, où à un moment donné il s'est dit bof, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Voilà. Donc il va aller dans ces mondes-là pour se réfugier. Soit on va le retrouver dans des situations dramatiques, soit on va le retrouver tout simplement là, il a plus envie de se réincarner en fait, de revenir dans le courant de sa vie. Donc là on se retrouve dans des situations bloquantes tout simplement. Mais une partie de notre âme n'a pas envie de revenir. Après, on va parler des mondes d'en haut. Alors, les mondes d'en haut, ça va être plus quelqu'un qui a perdu un être cher, une mère, un frère, c'est pas toujours facile.
Donc il y a une partie de notre âme qui va s'échapper, qui va aller dans ces mondes d'en haut. Alors qu'est-ce qu'elle fait dans ces mondes d'en haut? La plupart du temps, on va la retrouver accrochée à l'âme de la personne qui est décédée. Donc il y a tout un travail de détachement à faire pour ramener cette partie d'âme. Mais moi, ce que je retrouve aussi dans les mondes d'en haut, c'est des gens qui ont pris trop de drogue, d'alcool, tu vois. Et récemment, je me suis rendu compte qu'on avait aussi des gens qui faisaient trop d'études, qui étaient trop dans la tête, en fait. Ça arrive, je me rends compte de plus en plus. Ou quelqu'un qui, par exemple, a été trop loin dans la méditation. Il s'est perdu dans la lumière, en fait. Mais, en fait, c'est pas dans la lumière qu'il s'est perdu, c'est échappé. C'est toujours une façon de s'échapper, de toute façon, hein, que ce soit en bas, en haut. C'est comme un enfant, si tu veux. S'il est battu, un enfant battu ne reste pas dans son corps. Moi, j'avais une amie qui était une enfant battue, elle voyait sa mère taper son corps, elle était complètement à l'extérieur. Hein. Là où elle souffrait vraiment, c'est quand elle tapait sa sœur. Tu vois, mais elle ressentait rien parce qu'elle sortait du corps. Après, on a les mondes intermédiaires. Et ces 3 mondes-là, on va les retrouver dans tous les chamanismes. Alors, les mondes intermédiaires, c'est plus quand il y a eu un choc émotionnel et que les personnes sont restées cristallisées sur ce qui se passe. Donc on va retrouver la personne en fait dans le même contexte qu'elle était à une époque. Donc c'est ça ressemble tout à fait à ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours, c'est sur ce plan humain on va dire, mais dans le passé. Il va falloir qu'on remonte le temps, tu vois, et puis qu'on aille décoincer la personne qui est là. Alors comment est-ce qu'on fait? Il y a tout un travail un peu qu'on va retrouver en psychogénéalogie. D'aller réparer avec les ancêtres ou avec les personnes avec qui... Bon, tu sais, dans le travail de guérison, il faut quand même penser qu'il y a toujours l'acceptation de ce qui est, le pardon, la compréhension aussi du karma et tout ça. Sinon, c'est très difficile de guérir de ce type de blessures. J'ai fait une rencontre avec un magnétiseur. Véronique Kourochkine. Parce que j'avais besoin de comprendre ce que je ressentais justement dans ces émotions quand j'allais autour des cathédrales ou dans ces lieux religieux. Et il m'a fait comprendre que j'étais certainement une passeuse d'âme. Que si je ne faisais pas ce travail sur moi-même et pouvoir partager avec les autres, avant 62 ans ou pour mes 62 ans, je tomberais malade et j'en mourrais. Et aujourd'hui, j'ai 62 ans. Mais ça ne m'a pas fait plus peur, ça ne m'a pas plus surprise que ça, sachant que si nous, on a des dons concernant nos... alors, ce n'est pas forcément des dons, mais si on a des choses à pouvoir transmettre aux autres, si on ne le fait pas, je sais qu'on sera malade et je sais que la maladie nous tuera. Alors moi j'ai un rapport au moment où des gens vont mourir. Claudie Manceau. Et en fait j'ai des flashs. Et je me dis cette personne va mourir alors que je ne sais pas pourquoi je le dis, mais j'ai des flashs. Alors si on me demande qu'est-ce que c'est que ces flashs, je ne sais pas. Mais je vais donner simplement une expérience, mais qui est pas flippant, mais qui m'a fait flipper à un moment donné quand même. Je suis allée à une fête et c'est une femme qui a ouvert la porte, elle était enceinte et je sais pas pourquoi j'ai eu un flash d'un bébé mort. Et j'ai appris une semaine après que ce bébé était décédé. Sur le coup, quand je l'ai su, heureusement que j'étais en psychothérapie, ça m'a permis d'en parler parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai dégagé je me sentais responsable de cette mort. Et en fait, quelqu'un un jour m'a dit mais c'est l'âme de cette personne qui est venue et que certainement tu as cette capacité à être en relation avec l'âme de quelqu'un qui va mourir en fait. Et c'est de âme à âme, c'est-à-dire mon âme va vers l'âme de l'autre. Alors qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas encore. Je saurai peut-être un jour parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce pouvoir, ce don, pour pouvoir aider les gens. Au départ, j'avais très très peur de mes visions, en fait. Et puis, en fait, il s'est avéré que j'ai apaisé cet endroit-là. Je ne le dis pas à tout le monde, mais là, ça va être offert à tout le monde. Je pense que ça peut servir. Voilà. Que si ça m'a été envoyé, c'est que ça peut servir, mais je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça que je crois que l'invisible est présent.
Voilà, j'ai des frissons. Je sais pas ce que c'est qu'une âme, je sais pas. Moi, je pense que c'est une énergie que nous avons intérieurement qui fait qu'à un moment donné, c'est peut-être qui remplit le vide. La connaissance silencieuse, en fait. Moi, j'irais plus vers l'invisible, mais en le ramenant à une connaissance que nous savons pas. C'est celle que nous ressentons. C'est comme quand on veut parler de la mort. La mort, on n'a pas de mots. On n'a que des mots de vivant, puisqu'on n'a pas vécu la mort. J'ai rencontré Natacha il y a quelques années, une chanteuse, sa voix, et lors de son concert, un message d'amour est passé entre nous. Ce tambour. Nous nous sommes retrouvés lors d'un stage de voix, un stage sous hypnose, et lors de ce stage, j'ai fait un voyage chamanique, le premier voyage. Et j'ai eu des visions, j'ai vu un lien fusionnel entre une mère et une fille, et plus je regardais ce lien, plus ce lien se détendait, et une lumière blanche accompagnait ce lien pour la détente. J'ai vu également une masse présente partir d'une femme qui était à mes côtés, une masse noire, gluante, laiseuse, ou une présence de sa grand-mère au-dessus des âmes. Et du ciel, une lumière blanche est apparue. Présents sont partis. Pendant tous ces moments, j'ai été accompagnée d'un aigle. Mais à la suite de ce stage d'hypnose, j'ai eu un mal-être psychologique et des troubles tellement importants, l'aigle étant toujours là, j'ai cru que j'avais des troubles psychiatriques, au point d'avoir des visions d'animaux présents d'aigles, de loups, de chauves-souris. J'ai souhaité rencontrer une chamane, qui ne se nomme pas chamane mais sorcière, sur la presqu'île de Crozon, en Bretagne, qui m'a fait comprendre que j'étais effectivement une passeuse d'âme, mais je n'avais pas tous les droits. Si j'avais ces visions, des présences animales, c'était bienveillant, mais qu'il fallait que je fasse attention. En étant ignorante, on pouvait faire plus de mal que de bien. C'est-à-dire que si on nomme pas les choses comme elles doivent être nommées, on peut aller jusqu'à la magie noire et aller détruire les gens et se détruire soi-même. Je suis là pour permettre à ce qui reste ici, dans nos murs, dans nos endroits, dans nos souvenirs. Tu ne peux pas libérer un lieu sans lui demander l'autorisation. Pouvoir les libérer, s'il le souhaite. Et je devais demander l'autorisation. Si la personne le souhaite, libérer pour que notre histoire se continue vers une autre histoire. Pour pouvoir faire partir, pour que nos âmes continuent à vivre, ces âmes, il ne faut pas qu'elles soient enfermées de ces lieux, il ne faut pas qu'elles soient corps, et me protéger également, en guerre avec les autres. On vient sur Terre pour faire quelque chose. Pour régler soit une vie antérieure, améliorer sur Terre et aller vers quelque chose. Et moi, je crois fondamentalement à ça, par contre. Parce que la vie est tellement absurde dans l'absolu. Si on regarde, on est et puis on meurt. Qu'est-ce que c'est que cet espace-temps qui nous est donné pour quelque chose à faire, je pense, sur cette Terre. Ma venue sur Terre, c'est pour effectivement utiliser ce que je ne sais pas ce que c'est, mais on va dire don, pour qu'on se comprenne, et le mettre au service des personnes, en fait. Peut-être les aider à passer du monde terrestre au monde invisible. Peut-être que c'est ça. J'aimerais bien, en fait, que ça soit ça. Parce que je crois vraiment que ce moment-là, il est précieux. Il est vraiment précieux dans l'accompagnement. Et là, en te le disant, j'ai du frisson. Donc, c'est un signe chez moi qu'il y a une forme de vérité. Pas la vérité absolue, mais une forme de vérité. Enfin, en tout cas pour moi. Au début, la biologie n'a pas voulu croire que la vie et la mort mêlées, c'est à chaque minute dans notre corps. Claude Régis. C'est maintenant un fait avéré. La vie n'est rendue possible que par une hécatombe. Une destruction constructive déjà sculpte notre embryon. Toute la durée de notre vie, des millions de cellules meurent, ont la volonté de mourir, à chaque seconde, dans notre corps. Des millions de cellules dans la même seconde, dans le même corps, se renouvellent et se dédoublent. L'équilibre est acquis au prix d'une mobilité constante.
La pérennité de la vie est maintenue par de la mort. J'entends comme en écho un autre phrasé, et mieux que les morts et les vivants, ce qui encore n'a pas été. Claude Régis. Alors oui, il s'est passé quelque chose, parce que je lui disais que j'avais un geste, parce qu'on parlait de la parole et l'énergie de la parole, qu'est-ce que c'est, comment ça circule, etc. Et je lui disais, moi je crois fortement que l'énergie peut être renvoyée en négatif ou en positif par le mot. Et je disais par exemple, quand des fois dans ma pensée il venait des choses négatives par rapport à pour moi, mais également pour d'autres personnes à qui je pensais, ça peut être la maladie ou des choses comme ça, une inquiétude dans cet endroit-là, je faisais ce geste, je vais vous le faire, c'est-à-dire je passe ma main devant ma bouche et je souffle comme ça. Et elle m'a dit, c'est un geste chaman. Et l'autre fois, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée et qu'à un moment donné, par rapport à une situation que j'avais vécue qui n'est pas très chouette, j'ai fait ça, et d'un seul coup, ma tête a été vraiment une violence incroyable, et ça a été très très fort. Et ma tête était embarquée, et c'était pas moi qui faisais. Hein. C'était pas moi. Enfin, c'était pas moi. C'était mon corps qui faisait ça. Mais c'était pas moi qui initiais ce geste-là. Je maîtrisais pas. Le moteur de ce geste n'aurait pas pu être l'inconscient. Non. Moi, alors c'est marrant, alors je pourrais pas te dire pourquoi, mais comment ça s'appelle, enfin, voilà. Chaman, c'est un humain comme un autre. Hein. C'est juste que... Une laquèche. Ouais. C'est une laquèche, ça veut dire tu es un autre moi. Je sais que toi, tu es moi, donc quand je me regarde à travers toi, je comprends plein de choses de moi-même. C'est ça. Ou je suis un autre toi. C'est Toltec. In lakesh. In lakesh. C'était À pied d'œuvre, spécial chaman. Écoutez l'invisible, 4e épisode, La vie des âmes. Une émission de Franck Gourdien. Avec la chamane Océane, le témoignage de Claudie Manceau et le témoignage de Véronique Kourotchkine. Véronique Breillet, Juliette Boucherie, Bénédicte Guérin et Myriam Narzul ont lu le poème de la communauté amérindienne Crise, silencieuse jusqu'au dégel, issu des poèmes non, partition rouge. Les fragments de Claude Régis sont extraits de Au-delà des larmes, avec une prise de son de Clotilde Frappier et une autre de Nathalie Ansker, un extrait musical de La Canta, issu de son album Stokowé. Des extraits de la bande-son du film Bombo, avec les danses, les chants, les percussions de Chet Badaour Fing, jeune chaman tamang du Népal. À pied d'œuvre spécial chaman pour Radio Balise, hiver 2020. À pied d'œuvre, spécial chaman. Écoutez l'invisible. 5e et dernier épisode. Le commerce des esprits. Florilège. Que what? Cette vibration me permet de prendre conscience, c'est-à-dire que je fais partie de mon ce corps vide, physique, en fait. son espace. C'est comme une épaisseur, c'est comme un endroit, il est là, il est... vous le voyez, peut-être que dans cet espace-là, soit il est trop près, il y avait cet espace que l'on considère comme étant vide, soit il est trop grand, qui est extrêmement plein, en fait. Alors elle parle de connaissance silencieuse. La chamane, ce que je trouve très très beau, ça rapproche un peu de ce que j'essaie d'expliquer, on ne sait pas de ce champ qui est autour de nous, je ne sais pas comment le définir, mais qui fait partie de moi, mais c'est présent. Qui est complètement relié à moi, qui est complètement relié à toi, à l'être. Je pourrais pas cet espace est plein de quelque chose que je ne sais pas de quoi il est plein. C'est un truc de fou, ça. Mais on peut chamaniser sans chaman. J'ai vécu des expériences avec, moi, ce que j'appelle des âmes. L'art est quelque chose de sacré. L'art est quelque chose de sacré parce que c'est quelque chose qui dit de notre rapport au monde, qui nous rappelle à notre essence première d'être créateur. D'être créateur de nos chemins, de nos parcours, et qui s'exprime par ça.
par la possibilité qu'on a de créer, quel que soit le support. Maintenant, il y a un art qui est sacrément sacré, et qui est souvent une partie un peu cachée, parce que enseigné à des personnes désignées, et qui sont là, l'art de se connecter aux esprits, l'art de se connecter aux entités, etc., par des rythmes très spécifiques, par des chants spécifiques, par des peintures aussi spécifiques. Dans la vision chamanique, tout est sacré. Si l'alchimie marie le feu et l'eau, le théâtre vit d'ombre et de lumière, mais pas en termes opposés, au contraire. Le travail, c'est de trouver cette seule chose qui est faite d'ombre et de lumière. Il faudrait inventer un nom. Ainsi, le mot « être » contient à la fois ce qu'il ne faudrait plus séparer en deux mots, esprit et corps. Claude Régis. Roberta Maillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes ethnologue. Vous avez développé une théorie du chamanisme comme commerce des âmes. Pouvez-vous nous expliquer où vous avez effectué vos recherches et dans quel contexte ? Alors, j'ai effectué mes recherches en qualité d'ethnographe en Mongolie méridionale, d'abord, et ensuite en Russie, dans une région qui s'appelle la Bouriatie, près d'un peuple, les Bouriates, qui sont le berceau du chamanisme. Et quel est le lien entre chamanisme et chasse, Roberta Maillon ? Alors, si vous voulez, il faut comprendre l'environnement de cette population. C'est une zone de montagne très difficile. Nous sommes en Sibérie, il fait froid. La principale ressource, donc, est la chasse, et ce que produit également la forêt. Donc, c'est une population qui va prendre conscience de sa vulnérabilité face à la nature et qui va se sentir dans une relation d'égalité à la nature. Donc, entretenir une relation spirituelle particulière avec les animaux. Donc, on peut dire que la chasse est la tâche chamanique par excellence. Oui, absolument. Et pour que la chasse ne soit pas une prédation, un vol, il faut la transformer en échange. Et pour échanger, il faut des partenaires. C'est pourquoi les animaux sont pensés comme animés, comme les humains. On a coutume de dire âme pour l'homme, esprit pour animal. Peu importe les termes, ce qui compte est ceci. Âme humaine et esprit animaux ont les mêmes propriétés, les mêmes fonctions, le même statut. Ce qui permet aux humains d'avoir, avec les esprits animaux, les mêmes relations qu'entre humains, en particulier de conclure un accord pour pouvoir chasser. Mais moi, je crois que Eros est une énergie bien plus forte que Thanatos. Je fais cette expérience-là par l'énergie, le magnétisme qui peut passer à travers les mains, par toutes ces... que l'énergie d'amour guérit vraiment. Pour peu qu'on accepte d'en faire l'expérience. Si on veut bien tous là se connecter à ça, ça va être quelque chose de très beau. Moi, je suis persuadé que il y a un autre équilibre là qui va se faire, où on va retrouver ce que disent tous les peuples racines ou tous les peuples premiers, c'est-à-dire on va retrouver notre fonction de gardien du temple. Elle est là, notre raison d'être. Moi, j'ai plein de personnes qui me disent mais l'humain ne sert plus à rien. Enfin, de toute façon, c'est un cancer, c'est cet humain qui gangrène et qui machin, etc. L'humain en tant que tel, non. Notre modèle, oui, de prédation. En fait, on est dans un moment là où énergétiquement tout est très fort. Et les Mayas avaient prévu ça, même si après ça a été mal interprété, leur prophétie de fin du monde, etc. Ce qu'ils voulaient dire par là, c'était la fin d'un rapport au monde. C'était pas tant la fin d'un monde apocalyptique. Tapait l'eau. Cette fille connaissait bien les bruits de l'étang. Celui du castor qui tape de la queue. Et le bruit des arbres qui tombent dans l'eau à cause des castors. Vous pouviez trouver l'empreinte de ses pas se rendant à l'étang et parfois l'apercevoir en train d'écouter au-dedans à travers un roseau.
La tâche du chaman, du coup, est particulière. Elle consiste à obtenir des esprits, des promesses de gibier, ou comme on dit plus souvent, de la chance pour les chasseurs de la communauté. En raccourci, on peut dire que le chaman doit prendre la force vitale des animaux pour que le chasseur puisse ensuite prendre leur viande. Mais les fonctions chamaniques ne s'arrêtent pas là, car avec les esprits comme entre humains, prendre n'est possible qu'à condition de rendre en retour. Il y a donc échange. Et en quoi consiste cet échange, Roberta Maillon? De même que les humains se nourrissent de gibier, de même, les esprits des animaux consomment la force vitale des humains, dévorant leur chair et suçant leur sang. C'est pourquoi les humains doivent perdre leur vitalité au fil des ans et finalement mourir, gibier des esprits. À vrai dire, le bon chaman est celui qui s'arrange pour prendre aux esprits animaux le plus et le plus vite possible et pour leur rendre le moins et le plus tard possible. Il doit tourner l'échange en faveur des humains, mais tout en respectant loyalement les termes de l'échange. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut tricher sur la nature de la contrepartie à rendre. Ce doit être de la chair et de la force vitale humaine, car on ne trompe pas les animaux avec des nourritures de substitution. Elle a dû entendre d'autres bruits de cette manière. Mais je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé. Non. Mais une fois, je l'ai vu taper l'eau de sa main. Et rire. Plus tard, j'ai regardé ses dents. Pour y chercher des éclats d'écorce. Alors, nous avons ri. Tous les deux. Je ne crois pas, pourtant, qu'elle ait jamais rongé aucun arbre. Je ne l'ai pas demandé. Aujourd'hui, le mot chaman, il devient un peu universel, hein. C'est le guérisseur. C'est aussi celui qui voyage dans les autres réalités. Il a cette capacité de voir tout ce qui est invisible. Une grande partie de choses qui sont invisibles. Donc, grâce à cette connaissance, il va pouvoir aller chercher des fragments d'âme. Hein. On part du principe que les personnes, quand elles vivent un choc émotionnel, elles perdent une partie de leur âme. Ça, c'est très chaman. Chaque problème, équivaut à une distorsion énergétique. Et le chaman, il sait comment remettre l'énergie dans sa justesse. Alors moi, j'ai un rapport au moment où des gens vont mourir. Et en fait, j'ai des flashs. Et je me dis, cette personne va mourir, alors que je ne sais pas pourquoi je le dis, mais j'ai des flashs. Et c'est de âme à âme, c'est-à-dire mon âme va vers l'âme de l'autre. Alors qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas encore. Je le saurai peut-être un jour, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. On vient sur Terre pour faire quelque chose. Mais en fait, vous avez accès, c'est pas un bison particulier ou un ours particulier, c'est un bison global. C'est l'idée de bison, l'idée d'ours. L'esprit du bison. Nous sommes bisons parce que nous sommes habités par l'esprit du bison. C'est un esprit universel pour tous les bisons? Bien sûr. Penser en termes d'individu animal ou d'individu humain est absurde. On pense en termes de totalité. Ce que vous venez de vivre là, c'est l'invisible. Piétinement. Fondement de la terre. Et comment entre-t-on en contact avec les esprits, Roberta Maillon? Eh bien, le chaman rentre en contact avec les esprits pendant un rituel religieux où on le voit gesticuler dans tous les sens, se trémousser, faire des bonds, pousser des cris. Et donc, ça a pour objet de communiquer avec les esprits animaux. Il gère l'échange avec eux dans le cadre d'une véritable alliance. Il est supposé épouser une fille d'esprit du gibier. Donc, cela explique sa conduite ensauvagée, son costume en peau de cervidé, sa coiffure, une couronne surmontée d'une ramure de cervidé. Ceci explique aussi la terminologie du chamanisme. Celle-ci tourne d'une langue à l'autre autour des idées du bon, du sot,
du coup de tête, geste caractéristique des Mal-en-Rut. Donc ces rituels collectifs, en réalité, sont des jeux où se joue une partie importante entre humains et animaux pour gagner, augmenter ainsi sa chance d'avoir davantage de gibier. Et en quelque sorte, ils sont une représentation, pour ainsi dire, théâtrale, une simulation de toute l'année à venir. Dans ce que vous décrivez, Roberta Maillon, la transe apparaît comme quelque chose de théâtralisé. Oui, en fait, si vous voulez, la notion de transe est une conceptualisation, une invention d'Eliade, qui a eu l'intérêt de redonner au chamanisme une place de phénomène religieux, alors que depuis la fin du 19e siècle, il était englué dans les interprétations psychopathologiques. Mais cette notion d'extase me paraît tout à fait abusive. Si on suit jusqu'au bout la démonstration faite par Gilbert Rouget dans la musique et la transe, il montre qu'aucun conditionnement ne peut déclencher une transe s'il n'y a pas d'abord d'adhésion à la croyance correspondante. La conduite rituelle du chaman s'explique tout simplement à partir de ce qu'elle doit représenter, au sens de rendre présent, c'est-à-dire cette relation avec les esprits des animaux. Schizophrénie, c'est vraiment quelque chose que les chamans connaissent, puisqu'ils sont eux-mêmes schizophrènes. Hein. Ce sont des schizophrènes qui se sont soignés, les chamans. Et en fait, les états de conscience modifiés m'ont toujours intéressée. Je me suis retrouvée dans l'eau, mais je nageais comme jamais j'ai nagé, parce que je ne suis pas du tout une nageuse. J'étais sous l'eau, vraiment. C'était moi, j'étais nue, c'était vraiment moi, et vraiment très très bien. Vraiment... Je me déplaçais, mais avec une aisance, une légèreté. J'étais heureuse d'être à cet endroit-là. Et il y a eu une deuxième étape où j'ai eu l'impression, mais sans angoisse du tout, mais en étant vraiment très bien, que mon corps se séparait, s'ouvrait, et j'ai vu toutes mes entrailles. Et je l'ai vu, la chamane, manipuler à l'intérieur de mon corps, quoi. Qu'est-ce que c'est que le travail du chaman ? C'est de voyager. C'est un voyageur. Alors voyager, qu'est-ce qui voyage ? Je pense que c'est une histoire de conscience. Il y a quelque chose en nous voyage. En fait, c'est des fréquences vibratoires, j'ai envie de dire. On arrive à rentrer dans certaines fréquences en se mettant sur la fréquence qu'il faut. La mission du chaman, c'est d'amener à la conscience. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Aux yeux de la terre, il semble qu'il en soit ainsi. Les nuages. Ils discutent de choses. Et lorsque les nuages ouvrent leurs bras, les grands tours de grès baignent dans ce mouvement. To be able to commune with the spirit above, to the earth's eye, it looks as thus, then beauty becomes again. Et à nouveau, apparaît la beauté. Une âme peut exister après moi. Mon âme peut exister après moi. Mais si elle peut exister après moi, c'est qu'elle a existé avant. Il s'est passé quelque chose. De toute façon, la circulation de l'esprit est plus durable que la circulation du sang. Claude Régis. C'était À pied d'œuvre, spécial chaman, Écouter l'invisible, le commerce des esprits, Florilège. Une émission de Franck Gourdien avec Claudie Manceau, la chamane Océane et Philippe, Véronique Breillet et Titoine. Véronique Breillet a interprété les propos de Roberta Maillon, publié dans la revue Terre des Signes numéro 4 en 1997. Bénédicte Guérin a joué la journaliste. Les fragments de Claude Régis sont extraits de L'Ordre des Morts.
Joël Joanneau, Titoine, Mathieu Reynaud et Harold Barme ont lu Tapello, un poème de la communauté amérindienne Crise, issu des poèmes non de la partition rouge. Nathalie Ansker et Anne Beaumont ont lu en langue originale le poème du poète navarro Dan Crank, C. Sand, Sable, publié dans la revue Terre des Signes numéro 2 en 1995. Claudie Manceau et Bénédicte Guérin l'ont lu en français et Juliette Boucherie l'a chanté en anglais d'Amérique. Raphaël Lester a lu un extrait du texte de Jean Mallory à propos du chamanisme arctique, publié dans la revue Terre des Signes numéro 4 en 1990. Anne Beaumont a interprété la journaliste questionnant Véronique Brillet après sa première tentative chamane, avec une prise de son de Clotilde Frappier, des extraits de la bande-son du film Bombo, avec les danses, les chants, les percussions de Chet Badaour Thing, jeune chaman tamang du Népal. Cette émission est en majeure partie le fruit d'un stage radiophonique de Mirabile et Tortue, Ars Proxima, en partenariat avec Radio Balise, les 11 et 12 janvier 2020, avec Véronique Brillet, Nathalie Ansker, Juliette Boucherie, Anne Beaumont, Claudie Manceau, Bénédicte Guérin, Véronique Kourochkine et Daniel Davilly. Franck Gourdien. Je remercie particulièrement Youn Kam pour son enregistrement du poème Tapello. Remerciements à Nancy Tabulto et à Soisic Le Hédanf pour nous avoir ouvert leur maison lors du stage radiophonique Mirabile et Tortue Ars Proxima Radio Valise.